Indépendance totale. 7h, 10h sur Radio Courtoisie, ligne droite, Corentin Périni. Mais avant, évidemment, je vous présente notre partenaire du jour, François Bousquet. Bonjour François Bousquet. Bonjour Corentin, bonjour messieurs. Vous êtes rédacteur en chef de la revue Éléments, directeur de la Nouvelle Librairie. Puis nous sommes avec Marc Obregon. Bonjour Marc Obregon. Bonjour. Vous êtes journaliste à l'Incorrect, romancier. Puis vous êtes déjà venu chez nous pour votre livre L'Orbe. C'était aux éditions du Verbe aussi. C'était aussi une dystopie. Puis vous êtes avec nous ce matin pour Omega Town aux éditions du Verbe. Alors est-ce que vous pouvez résumer à nos auditeurs votre dernier livre, Omega Town ? Alors Omega Town, c'est un peu compliqué à résumer, mais en gros, ça part d'un principe très simple qui est, moi j'aime beaucoup les romans de retour au pays, et donc c'est le retour au pays d'un soldat français qui a officié dans un pays qu'on ne connaît pas, enfin qui n'est pas cité, mais qui ressemble beaucoup à l'Afghanistan. Donc je me suis beaucoup inspiré de ce conflit pour ce roman, même si pour l'instant, dans le roman, c'est assez institué. Et donc ce soldat, en fait, évidemment victime de ce qu'on appelle le PTSD, c'est-à-dire le syndrome post-traumatique, revient en France 10 ans après et découvre une France métamorphosée, c'est-à-dire il découvre un Paris gentrifié à outrance, un Paris cerné par la surveillance globale, un Paris cerné par les IA aussi, puisque c'est un roman qui se passe dans un futur proche, pareil, qui n'est pas vraiment situé, mais bon, on veut dire que c'est la prospective immédiate, on va dire. Donc voilà. Et donc vu qu'il a encore des années à faire pour le gouvernement, il va être engagé pour surveiller une famille d'ingénieurs en fait qui sont soupçonnés de faire filtrer des informations capitales pour le gouvernement. Voilà. Et puis c'est alors donc avec votre personnage principal, on découvre donc tout votre monde. Il y a un côté Houellebecquien dans votre livre. Alors on en parlait un petit peu avant l'interview. Vous assumez ce côté Houellebecquien, ou alors justement vous le condamnez? J'assume totalement le côté Houellebecquien dans la mesure où pour moi Houellebecq c'est un auteur qui a compté quand j'étais jeune, au même titre que Dantec ou Philippe Cadic. En revanche c'est vrai que Houellebecq m'ennuie profondément depuis on va dire au moins 3 ou 4 romans, dans la mesure où je trouve que déjà c'est un romancier qui malheureusement à cause de son succès s'est enfermé dans une tour d'ivoire. Par conséquent il a du mal je trouve à comprendre dorénavant le monde qui l'entoure. En fait pour moi il est resté sur une grille de lecture très années 90. Donc la misère sexuelle, par exemple le Minitel qui revient presque dans tous ses romans alors qu'on est passé à autre chose depuis bien longtemps. Je pense qu'il n'a pas vraiment saisi le virage numérique et le virage post-numérique, même dans lequel on est maintenant. Donc Houellebecq est intéressant, évidemment, ça m'a beaucoup inspiré quand j'étais jeune, mais il faut en voir les limites et il faut voir aussi que tous ces écrivains à succès finalement s'enferment très vite dans leur tour d'ivoire et du coup oublient de contempler et de comprendre le monde qui les entoure. Alors de là à penser qu'il faut rester un écrivain sans succès pour comprendre le monde, il n'y a qu'un pas, mais je ne franchirai pas pour l'instant. Alors Marc Obregon, avant de donner la parole à François Bousquet, je voulais revenir sur vos inspirations. Alors dès qu'on parle d'une dystopie de science-fiction avec, on va le dire, il y a une surveillance généralisée, on pense à 1984 de George Orwell, c'est pour ça qu'on a mis cette musique en introduction, on pense évidemment à Aldous Huxley, et puis dans les inspirations littéraires aussi, il y a du Léon Bloy chez vous, donc c'est le mix entre Léon Bloy et George Orwell. Oui, alors c'est vrai que George Orwell, je mettrais un petit bémol dans la mesure où c'est vrai que ce roman, même si je l'ai lu tardivement, a compté pour moi. Malgré tout, pour moi, le parangon, on va dire, de la paranoïa littéraire et de la prospective géniale, ça reste Philippe Cadic, qui pour moi a été bien plus loin que George Orwell dans toute son œuvre. Il a d'ailleurs fini mystique chrétien. Il est passé de hippie californien à mystique chrétien. Et Philippe Cadic, pour moi, était vraiment une révélation qui dure encore, puisque son œuvre est tentaculaire. Vous savez qu'il a produit à la fin de sa vie près de 5000 pages d'exégèse suite à une révélation mystique. Et cette exégèse, justement, est un puits sans fond dans lequel je m'abreuve régulièrement pour trouver des idées, notamment métaphysiques. Donc voilà, Orwell, oui, mais Philippe Cadic, beaucoup plus. Et pour le style. Et pour le style, alors c'est vrai que moi, ma seconde révélation, alors la plus stylistique, ça a été vraiment Léon Bloy. D'abord Huysmans, puis Léon Bloy, j'ai fait ce trajet. Et Léon Bloy, pareil, c'est quelqu'un dans lequel je puise, notamment dans son journal. Dès que je suis en manque d'inspiration, je lis une phrase de Léon Bloy et tout va mieux. Alors François Bousquet, pour ce livre de Marc Obregon, Omega Town aux éditions du Verbe. Bonjour à Marc Obregon. Bonjour. C'est très ce que vous dites sur Huysmans et Bloy, c'est quand même assez dantéquien, mais enfin, mais dites, d'abord dire peut-être que c'est un livre flou, je trouve, complexe, touffu, traversé d'éclairs, et puis d'un lyrisme technologique. On reviendra peut-être, on a déjà évoqué les références, mais il y avait une poésie des sphères, et en vous lisant, on se rend compte qu'il y a une poésie des algorithmes.
des paradis baudelairiens, mais c'est des paradis désormais qui sont plus artificiels, mais synthétiques. C'est frustrant le livre, pourquoi? Parce que je l'ai lu sur PDF et ça n'est que le premier volume. Donc je ne vous cache pas que je suis très très frustré, j'attends avec impatience le second volume. Une question impossible de savoir si ça vous fascine ou ça vous révulse, ce monde techno-futuriste que vous campez, qui est techno-cauchemardesque, pas toujours, le devenir homme de la machine ou l'inverse, qui sont des tentations qui ont traversé beaucoup Maurice G. Dantec, beaucoup plus que Philippe Cadic d'ailleurs. Oui, vous savez, c'est la vieille phrase d'Erlin, en fait, là où croit ce qui menace, croit également ce qui sauve. Et moi, c'est vrai que j'ai tendance, comme tous les romanciers d'obédience cyberpunk, comme on dit, j'ai tendance à avoir une fascination et à la fois une répulsion pour ce monde technoscientifique dans lequel on baigne actuellement. Et c'est vrai qu'une fascination, parce que tout bêtement littéraire, puisque c'est pour moi ce monde dans lequel on commence à plonger, enfin depuis un petit bout de temps déjà, est une source sans fin d'inspiration, ne serait-ce qu'esthétique, puisque moi j'aime beaucoup cette collision fatale entre des éléments modernes, des éléments plus anciens. C'est vrai qu'on va dans une capitale comme Paris, il suffit de se promener quelques heures, même dans Paris, de changer d'arrondissement, pour voir à quel point il y a à la fois une imprégnation scientifique, technoscientifique, et en même temps, on peut se retrouver sur le quai Malaquais et être télétransporté presque un siècle avant. Donc moi j'aime beaucoup pour ça, c'est vrai que tous mes romans sont pour l'instant assez urbains, parce que pour moi l'urbanisme est la collision fatale justement de cette hyper-modernité, et aussi de ces restes de tradition, je dirais, qu'on peut encore apercevoir ici et là, à condition de bien gratter le vernis, quoi. Mais vous avez évoqué tout à l'heure le retour au pays, mais c'est une formule assez curieuse concernant Omega Town, puisque le pays a disparu. C'est justement toute la porie du livre, c'est qu'en fait le retour au pays ne se fait pas en fait. Alors après, dans le second tome, on verra qu'il y aura peut-être des échappatoires, mais le retour au pays est directement dès le premier chapitre, et en fait est complètement annihilé en fait. Et en fait En fait, j'ai aussi également beaucoup étudié un peu Virilio pour écrire le philosophe pour écrire Megaton, et en fait, j'ai beaucoup retenu l'idée d'accident intégral. Et en fait, ce que constate notre héros en revenant en France, c'est que la France est désormais prise elle aussi dans l'accident intégral, qui est en gros une sorte d'accident en temps réel, donc finalement au ralenti, qui englobe tous nos êtres et toutes nos villes, toutes nos grandes capitales, quoi, qui sont désormais vitrifiées par le globalisme, vitrifiées par aussi le tiers-mondisme qui s'annonce. Et voilà. Et donc c'est ce que constate justement notre héros, c'est que le retour au pays est impossible. Et a fortiori parce qu'il doit encore des années à l'État, et que donc il sera corvéable à merci pendant les années qui vont suivre. Parce que vous permettez, allez-y, François. Parce que c'est central, ces années à l'État. Moi, j'ai presque l'impression que c'est du leasing, enfin du crédit bail renversé. Vous savez, on loue des équipements pour une durée de 3, 4, 5 ans, mais là, c'est l'inverse. C'est nous qui louons nos cerveaux à l'État. Mais avant d'évoquer cette question centrale dans le bouquin, on a évoqué les gens qui ont nourri votre imaginaire, votre langue, les auteurs en l'occurrence, mais il y a également le cinéma qui est assez central. Je me permets de vous dire, ça va peut-être soit vous irriter, soit vous faire plaisir, mais la couverture du bouquin, c'est Anna Karina, donc l'égérie de Godard. Le dernier chapitre de ce premier volume est consacré à Alphaville. Entre nous, le Alphaville de Godard est irregardable, ce qui n'est pas le cas de votre livre. Mais pourquoi cette fascination pour le cinéma, et ce cinéma-là en particulier ? Alors c'est vrai que oui, je suis cinéphile, j'ai même caressé à une époque l'espoir de devenir réalisateur, mais qui s'est malheureusement vite confronté au réel. En l'occurrence, la référence à Godard et Karina est très simple. En fait, Alphaville, c'est un film qui me fascine précisément parce que c'est un film complètement raté, en fait, à mon sens, et que comme je l'explique dans le dernier chapitre du roman, en fait, c'est un film de commande qui avait été commandé par l'héritier Peugeot, qui voulait placer son argent, et en fait qui a demandé à Godard de faire un film de science-fiction avec la star du moment qui était Eddie Constantine. Et Godard, évidemment, a pris un malin plaisir à tout faire rater, et sachant qu'à l'époque, Godard en plus vivait une histoire d'amour complexe avec Anna Karina, le film en fait parle. Vous savez, c'est Jacques Rivette qui disait que tout film parle de son tournage, et Alphaville est avant tout un film sur son tournage raté. Et en fait, c'est ça qui est bénéfique, c'est que notamment, c'est aussi un film sur la disparition de la femme, et progressive. Et en fait, Anna Karina, pour moi, dans Alphaville, finalement, est la première occurrence de femmes virtuelles, de femmes numériques, bien avant les chatbots, et bien avant les femmes hologrammes qu'on voit dans les films de SF actuels. Donc Anna Karina, je pense que Godard, à travers ce ratage, a malgré tout eu le flair pour annoncer ce que serait la femme transparente, la femme surface, à laquelle nous avons affaire maintenant dans nos vitrines et dans nos films.
Alors, votre personnage, il sort de prison et pourtant il dit et puis surtout, ma vie d'avant m'avait préparé. David d'avant ne m'avait pas préparé à ça. Après avoir été en prison, je serai en prison en ville comme tout le monde. C'est-à-dire qu'en fait, la nouvelle société qui arrive avec cette surveillance généralisée est une prison à ciel ouvert, une prison où on n'a pas l'impression d'être en prison, ce qui est encore pire. L'État nous explique que, enfin, dans votre dystopie, puis après on pourrait aller plus loin, vous explique que vous êtes libre, mais en fait vous n'êtes pas libre. Oui, bien sûr. De toute façon, on l'a vu avec cet immense bêta-test planétaire qui a constitué le Covid-19. C'est qu'en fait, l'être humain, en tout cas occidental, malheureusement, a suffisamment de résilience, pour employer un terme macroniste, pour rester chez lui sans avoir d'autres ambitions que de regarder des feuilletons Netflix. Donc, depuis ce bêta-test, on a vu, notamment avec la lente imprégnation du télétravail, qui finalement, alors beaucoup s'en gargarisent, parce que oui, ils peuvent rester chez eux, s'occuper de leurs enfants, etc. Mais c'est aussi l'effet pervers, c'est que finalement, le travail s'insinue dans notre espace domestique, intérieur, intime. Et que donc là, c'est ce que veut le capital, en fait. C'est qu'il n'y ait plus de différence, finalement, entre le cercle intime et le cercle laborieux. Et que donc les deux forment un grand tout, et qu'on puisse être corvéable à merci, y compris la nuit, y compris qu'on puisse toujours répondre à ses mails. Vous voyez maintenant, avec les groupes WhatsApp professionnels, je ne sais pas si vous en avez un, vous, mais aujourd'hui, on est censé, si on ne répond pas dans la minute, on est presque considéré comme un mauvais salarié. Ouais. Donc, cette interpénétration du monde laborieux et du monde intime, en fait, pour moi, c'est ce vers quoi on va, grâce aux technologies, et par conséquent, effectivement, c'est une forme d'emprisonnement, et effectivement, mon héros se rend compte que finalement, il n'y a pas de grande différence entre être dans une prison à haute sécurité et être dans un appartement minuscule à Paris, et devoir tous les matins faire les mêmes choses, répéter les mêmes actes, et en plus, continuer l'emprisonnement à travers la bulle numérique, finalement, à travers les réseaux sociaux qui finalement ne sont qu'une prison mentale de plus, quoi. Parce que dans l'Orbe, donc c'est paru donc pendant le Covid ou après le Covid. Vous parliez déjà du Covid, c'était une dystopie. Est-ce que ce livre, c'est pas la même chose, mais c'est une poursuite de la réflexion Alors bien sûr, parce que ce sont des sujets qui m'obsèdent. En l'occurrence, l'Orbe, c'était vraiment un roman de réaction au confinement, parce qu'il a été écrit intégralement pendant le premier confinement. Donc c'était un roman écrit dans l'urgence, écrit suite à une sorte de sidération. Omégaton, en fait, ça s'inscrit plus dans un travail au long cours, dans la mesure où c'est un peu la suite de mon précédent roman Mort au peuple, qui est paru l'année dernière chez un autre éditeur qui est Nouvelle Marge. Et en fait, Omégaton commence finalement là où s'est arrêté Mort au peuple. Et en fait, sans vouloir forcément faire un héros récurrent, j'avais un peu dans l'idée de faire mon Bardamu ou de faire mon Durtal pour les Huysmanciens. C'est-à-dire en gros de figer, de façonner plutôt un héros récurrent, mais qui ne soit pas forcément identifiable au premier abord, quoi. Une sorte de signature qui a un nom, mais qui pourrait être aussi complètement polymorphe, en fait. Donc en fait, le héros d'Omégaton est aussi plus ou moins le narrateur de Mort au peuple, mais évidemment, vous pouvez lire les deux tout à fait indépendamment. Il y a pas, tout est compréhensible malgré tout. C'est juste un petit rappel, en fait. François Bousquet. C'est un monde où la conscience intérieure est vampirisée. Vous le disiez, il n'y a plus d'intérieur ni d'extérieur puisque tout est surveillé, tout est transparent. Est-ce que vous pouvez un petit peu évoquer devant nous cette idée d'un ministère des recouvrements qui est la partie qui explique pourquoi les aventures de votre héros, Mister T, Monsieur T. En quoi ça consiste ce recouvrement, le ministère des recouvrements? Eh bien justement, en fait, c'est un nom qui est volontairement polysémique, volontairement obscur. Ça pense en premier lieu à quelque chose de type fisc. Et en fait, on va découvrir, alors sans vouloir déflorer l'intrigue, on va découvrir que c'est bien autre chose. C'est vrai que dans le premier tome, on ne sait pas trop encore de quoi il s'agit. Dans le deuxième tome, ça sera beaucoup plus clair. En l'occurrence, j'ai toujours beaucoup aimé les noms de ministères un peu abstrus qu'on peut avoir notamment, par exemple, dans les pays africains. Vous savez, où vous avez quasiment des ministères des gommes et des crayons, quoi. Et j'ai toujours aimé cette espèce de polysémie administrative qui est à la fois poétique et à la fois terrifiante. Et donc, le ministère des recouvrements est celui qui charge donc notre héros effectivement de surveiller une famille. Voilà. Alors pourquoi recouvrement? Vous le saurez sûrement dans le deuxième tome. En tout cas, ce que je peux vous dire, c'est que c'est pas uniquement, il n'est pas question uniquement d'argent, évidemment. Oui, mais c'est comme une sorte de crédit bail, c'est ce que j'évoquais au début. Oui, tout à fait. C'est parce qu'en réalité, c'est un CDD. Faut quand même dire, on déflore pas là. Puis de toute façon, les lecteurs découvriront. Puis ça enlève rien à l'intrigue du bouquin. On télécharge le cerveau en réalité. C'est ça, tout à fait. Et en fait, mon roman part du postulat
que désormais on peut faire ce qu'on appelle, ce qui existe déjà dans certaines techniques, hein, ce qu'on appelle des jumeaux numériques. Donc on vraiment part du postulat qu'on peut effectivement téléverser un cerveau pour le copier de façon intégrale, donc un réseau de neurones, pour reproduire en fait donc la conscience humaine avec tous ses souvenirs dans n'importe quel objet en fait. Donc par exemple, je pars du principe, c'est un peu dadaïste, hein, mais que pour une longue peine de prison, on pourrait tout à fait télécharger un cerveau, mettons, dans une éolienne, pour que le cerveau surveille la maintenance de l'éolienne, ce qui est, vous m'accorderez, cauchemardesque. Donc je pars de ce principe-là. Effectivement, heureusement, notre héros n'est pas condamné à ça, mais en revanche, son cerveau est, pendant les 3 ans qui vont suivre, la propriété du gouvernement français. Et justement, moi, ça me fait penser à cet état infantilisant qui arrive avec le libéralisme. Il y a à la Nouvelle Librairie, oui, c'est la Nouvelle Librairie, Guillaume Travers, ce livre notamment sur le lien entre libéralisme et étatisme. Et là, on est véritablement là-dedans. C'est-à-dire que la technologie nous infantilise de plus en plus et nous rend de moins en moins libres. Et donc, c'est l'État qui va gérer pour nous, en fait, tous les liens sociaux. Oui, alors l'État, moi j'ai plutôt le système oligarchique, puisque l'État n'est plus qu'une écorce, en fait. Ce n'est plus qu'une écorce, n'est plus qu'une patine qui justifie un peu la démocratie. Mais derrière tout ça, c'est les oligarchies, ce sont les GAFAM qui vraiment tirent les ficelles. Je pense que je ne vais pas passer par un complotiste, mais ça me semble c'est une évidence partagée par tout le monde désormais. Donc effectivement, il suffit de prendre le métro le matin. Là, j'ai pris le RER ce matin, et de voir que 99% des passagers sont voûtés sur leur téléphone portable, ça fait d'eux déjà des périphériques en fait. Aujourd'hui, l'être humain n'est plus qu'un fournisseur d'énergie, magnétique avec son cerveau électromagnétique, et qui est condamné, qui est voûté sur ces flux tendus d'informations, qui les fait défiler à l'infini pour s'oublier lui-même en fait. Et donc on est déjà dans cette espèce d'asservissement quotidien de l'esprit humain au flux tendu d'informations prédigérées que constitue le monde numérique. Et alors pourquoi, parce qu'il y a beaucoup de thèses dans votre roman qui sont très intéressantes, pourquoi vous avez écrit un roman et pas un essai là-dessus avec vos différentes thèses sur là où où va nous emmener la technologie? Pourquoi vous avez décidé d'écrire un roman? C'est plus facile pour vous? Alors, pour partager vos thèses? Tout simplement parce que je peux me tromper, hein, je vais essayer de ne pas trop choquer les philosophes et les pamphlétaires, mais c'est vrai que je pense que malgré tout, la fiction peut dire plus de choses. Puisque la fiction, c'est un artifice, mais que via l'artifice, finalement, on peut gratter quelque chose que parfois, en tant que romancier, on ne pense pas, en fait, préalablement. C'est-à-dire que beaucoup, d'ailleurs, Philippe Cadic le disait, ce sont les formes les moins nobles de la littérature qui, en fait, révèlent le plus de choses. Puisque c'est justement ce qui rejoint un message presque chrétien, en fait. C'est que en choisissant le peuple juif, Dieu a justement choisi le peuple le moins considéré pour la révélation. Et ben, en fait, Dick disait que c'était pas préparé pour la littérature. En choisissant la littérature la moins considérée, qui était la littérature pulp de l'époque, la littérature de SF, en fait, on se permet, du coup, il y a une sorte de liberté d'imaginaire déjà, parce que la science-fiction permet l'imaginaire, donc permet la parabole, donc permet l'hyperbole. Et parabole et hyperbole sont des moyens justement de mieux cerner le réel, de mieux cerner le présent. Et voilà. Et donc pour moi, la fiction est un révélateur de vérité, en fait. Alors que finalement, un essai ou philosophique ne dit que ce qu'il a à dire. Alors que je pense qu'une fiction dit beaucoup, une fiction réussie, à mon sens, dit beaucoup plus que ce qu'elle a à dire, et beaucoup plus que ce que le romancier pensait même dire préalablement. Alors je vais donner la parole à François Bousquet. Allez-y François. Justement, pour rebondir sur cette question du roman et de l'essai, oui, c'est le roman octroie de cette liberté, et puis on peut cultiver l'ambiguïté, on peut cultiver la nuance. C'est beaucoup plus difficile sur un essai sur la technique. On doit s'engager, prendre parti pour ou contre. Hein. Là, on préserve toutes ces nuances. Hein. Sur cette humanité, ce capitalisme, c'est déjà un capitalisme de data. Il y a le bouquin est émaillé de blagues, on pense aux journaux, par exemple. Hein. Les journaux sont des journaux marques, comme le Stade Orange, le Stade Vélodrome à Marseille. Hein. Là, c'est l'Humanité Coca-Cola ou le Figaro Procter & Gamble ou Unilever, je ne sais plus. C'est ça. Donc, en effet, c'est la marque qui a pris, c'est le capitalisme des GAFA qui a pris le pouvoir. Hein. Oui, tout à fait. Effectivement, tous les journaux sont obligés, dans le monde que je décris, sont obligés d'accoler à leur nom la marque qui les a rachetés. Donc effectivement, on trouve, je crois que c'est Le Monde Vuitton, enfin Le Monde / Vuitton, etc. Donc, ou le Figaro Unilever. C'est ça. Et puis avec... Oui, tout à fait. Ouais, et puis avec des quartiers Christiane Taubira pour la dimension humoristique ou des amphithéâtres Jack Lang, oui. On serait dans le monde de Rachida Dati et d'Anne Hidalgo déjà.
Tout à fait, évidemment. En fait, une sorte d'enfer, il faut le dire quand même. Je ne fais jamais que parodier le monde présent. Effectivement, nous avons notamment un amphithéâtre Jacques Lang dans lequel se déroule un combat final. Et voilà. Et donc, je ne fais que décrire finalement cette lente transformation de nos capitales, de nos grandes villes, en espèce de parodie globale, quoi. Et c'est vrai que c'est aussi important pour moi. Je reviens à la fiction, à la science-fiction. C'est que souvent, je pense qu'il y a de mépris sur la science-fiction parce qu'on a souvent l'image de Star Wars, de ces grandes sagas galactiques. En fait, il ne faut pas oublier que la science-fiction, à la base, d'abord est française, et ensuite, en fait, relève plus de l'ordre de l'investigation poétique, en fait. C'est-à-dire qu'à la base, la science-fiction, ça repose simplement sur le mode du « et si ». En fait, on prend une hypothèse et on va essayer de tordre la réalité à cette hypothèse, de l'anamorphoser à cette hypothèse. Et donc, la science-fiction dont je me réclame, et qui relève quasiment plus du dadaïsme ou du surréalisme de Breton, ou même du grand jeu, des poètes que j'aime beaucoup, en fait, se charge simplement de prendre un morceau de réel et de le tordre sous une hypothèse. Et pour moi, c'est ça le vrai travail du romancier de SF, c'est de travailler l'hypothèse. Jusqu'à la parodie, bien sûr. François Bousquet ? Oui, sur le grand jeu, du reste, rappelez-moi le nom de l'auteur du grand jeu qui revient, que l'une de vos héroïnes, Zoé, oui. Cite. Hein. Alors le grand jeu, en fait, ce sont à la base quatre jeunes lycéens de Reims. De mémoire, c'est Robert Mérat, Roger Vaillant et surtout René Daumal et Roger Gilbert Lecomte. Oui. Qui en fait sont quatre lycéens géniaux en fait, hein, qui ont des facultés en philosophie, en métaphysique, mais aussi en mystique très tôt, qui d'ailleurs subjuguent leur prof de philo à l'époque, et qui vont en fait se réunir pour fonder une revue littéraire qui va s'appeler Le Grand Jeu, et qui vont même dont l'aura va même excéder la petite ville de Reims, puisque André Breton va en être jaloux à l'époque. Et vous savez à quel point Breton était soviétique, et donc il va tout faire pour d'abord les intégrer dans son mouvement de surréalisme, et ensuite, voyant qu'ils étaient assez peu solides dans son mouvement, va tout faire pour les en expurger. Et comme d'ailleurs il l'a fait avec Antonin Artaud. Et donc ce grand jeu pour moi est très important parce qu'en fait c'est un de ces mouvements oubliés à mon sens, mais qui infuse de façon presque inconsciente toute la culture française, en tout cas dont je me réclame. Et c'est vrai que d'ailleurs René Daumal, en fait, notamment qui est le plus connu, hein, puisqu'il a été c'est un de ceux qui a vécu plus longtemps, parce que malheureusement beaucoup étaient addicts à beaucoup de drogues, notamment Gilbert Lecomte qui est mort, je crois, à 27 ans d'excès de laudanum. René Daumal, lui, a fait justement le pont entre ce qu'on appelait la tradition, que René Guénon, c'était un élève de Gurdjieff, et la poésie pure, et le dadaïsme. Et donc, pour moi, il y avait vraiment, dans le grand jeu, cette volonté qu'on trouve d'ailleurs chez Artaud, finalement, de tuer la poésie, en fait. Alors, Marc Obregon, on va continuer à parler de votre livre, évidemment, Oméga Town aux éditions du Verbe Haut avec François Bousquet. Mais tout de suite, François connaît la règle, il est 9h, c'est l'heure du bulletin d'actualité avec Adèle Rosner. Ligne droite. Très haut, il y a une place pour nos idées. Vue de haut. Alors, on continue cette vidéo avec vous, Marc Obregon. Alors, on a décrit votre roman et le monde dans lequel vous mettez votre personnage comme quelque chose d'assez noir, d'assez dur. Mais finalement, il y a aussi beaucoup d'humour dans votre livre. Et notamment, moi, ce qui me fait rire, c'est comment vous décrivez ce monde et les différents, notamment la machine pour faire de la nourriture, tout ça. Alors, comment vous trouvez votre inspiration ? C'est-à-dire que vous prenez le fil de la réalité de ce qui se passe aujourd'hui, puis vous le tirez pour inventer tout un monde finalement assez drôle, parce que complètement assez absurde, et puis complètement, on l'a dit, infantilisant pour votre protagoniste. Oui, si vous voulez, ça c'est aussi une réaction à la littérature de science-fiction que j'aime par ailleurs, mais qui est parfois trop sérieuse à mon sens. Bon, un de mes grands inspirateurs, c'est Maurice Dantec, et c'est vrai que Maurice Dantec, ses romans parfois tombent des mains par trop de sérieux, même s'ils sont géniaux par ailleurs. Et c'est vrai que moi, j'ai aussi beaucoup d'inspiration du côté du cinéma, notamment du cinéma burlesque, notamment aussi d'auteurs comme Jacques Rivette ou David Lynch, qui parviennent à vraiment créer des vertiges métaphysiques, mais tout en gardant constamment une sorte de sourire, une sorte d'humour, je dirais libérateur, qui décongestionne un peu l'ensemble. Et c'est vrai que moi, j'ai toujours à cœur
de faire ce qui me plaît, c'est-à-dire des romans effectivement qui vont tutoyer la noirceur la plus absolue, mais tout en gardant une sorte de recul et tout en gardant une poésie. Et c'est vrai que vous parlez notamment de tous ces artefacts technologiques que j'ai imaginés, qui sont simplement finalement encore une fois des parodies, des continuations parodiques de ce qui existe déjà. Mais c'est vrai que notamment, oui, on trouve un synthétiseur une imprimante 3D en fait, qui en fait synthétise à peu près tout, quoi, jusqu'aux antidépresseurs, jusqu'à des galettes de nourriture qui imitent la viande ou le cognac, voilà. Donc, oui, et donc justement, d'ailleurs, on lui dit il faut pas en prendre trop d'antidépresseurs, tu peux pas demander à ton imprimante d'en faire trop. Mais alors, c'est drôle parce que c'est du burlesque, de la poésie, puis vous mettez de la poésie, vous mélangez des noms numériques tout en faisant de la poésie. Comment est venue cette inspiration-là? C'est-à-dire que vous êtes dit, tiens, ce monde-là mérite aussi de la poésie. Alors ça, en fait, je pense que c'est vrai que dans mes romans, je parle beaucoup d'intelligence artificielle, je parle beaucoup de drones aussi, et souvent je leur donne des affects, je leur donne de la parole, des sentiments. Je pense qu'on va y venir, hein. Je pense qu'actuellement, ce qu'on appelle les chatbots, c'est-à-dire les robots conversationnels, sont juste à leur prémisse. Je pense que dans 10 ans, on pourra aisément parler à des robots, à des chatbots, qui sont un peu nos majordomes, qui sont un peu nos femmes à tout faire, ou nos hommes à tout faire, et qui vont donc nous connaître, qui seront programmés pour évoluer avec nous, en gros des algorithmes conscients. Donc je pense que ça va venir, je pense que dans 10 ans, à mon avis, on y sera. Et donc moi, j'ai imaginé ça un peu en avance. Et en fait, ce qui m'intéresse, c'est justement de voir, c'est comme proposition littéraire, de montrer que là où l'humanité finalement devient de plus en plus robotique, il se pourrait bien, en tout cas d'un point de vue littéraire, que finalement la robotique, elle, devienne de plus en plus humaine, et finalement que la poésie vienne d'elle, en fait. Mais malheureusement, c'est uniquement une hypothèse littéraire, puisque je pense que dans la réalité, ce ne serait pas du tout le cas. Mais... Alors, François Bousquet, ça vous fait rire? Non, ce serait des vases communicants étranges, hein. Mais ça étant dit, ça affleure néanmoins dans votre livre, hein. Sur la dimension humoristique, oui, il y a l'IA quasiment publique, souveraine, hein, comme il y a des fonds souverains. C'est Talleyrand dans sa 4e version, parce que les versions antérieures souffraient de conflits de personnalité. Simplement, je voudrais revenir sur vous l'avez évoqué, lâcher ce mot-là, sur les influences noires, futuristes, etc., cauchemardesques, mais surtout punk, post-punk, cyberpunk, hein. Et dans tout cet univers-là, qui de toute évidence vous nourrit, c'est un monde où on est passé sans transition du monde d'hier au monde d'aujourd'hui, au monde de demain. Je veux dire par là qu'il n'y a pas eu d'apocalypse, hein. Et pourtant, c'est un monde post-apocalyptique, hein. Est-ce que c'est pas ça notre apocalypse, hein, de ne pas se rendre compte, hein, que ce monde s'emballe, s'accélère, que l'IA est déjà là, qu'on fait avec des imprimantes 3D, des alcools de qualité, de bonne qualité. Il n'y a pas d'apocalypse, hein. Est-ce que c'est pas ça l'apocalypse, hein? Tout à fait. Alors, là, pour le coup, vous reprenez un peu, moi, à mon sens, la thèse de Paul Virilio, qui est celle de l'accident intégral, et qu'en fait, l'accident est derrière nous, en fait. Et ce dont aussi parle très bien Baudrillard, ou même Philippe Muret, dans une moindre mesure. En l'occurrence, nous sommes dans le monde de la post-histoire, nous sommes dans le monde de l'accident au ralenti, et donc toute la question sera comment habiter, comment rendre réhabitable ce monde qui n'est qu'un accident en temps réel, finalement. Et j'en ai pour preuve qu'en fait, finalement, beaucoup de philosophes modernes, postmodernes, se sont échinés à délimiter quel a été le moment pour eux qui a symbolisé ce début de l'accident intégral. Par exemple, pour Philippe Muret, c'est tout simplement le moment où le cimetière des Innocents a été transvasé dans la catacombe d'Enfer Rochereau. Pour lui, cette musification des morts a été le point de départ, finalement, du monde moderne. Pour Virilio, ça sera tout bêtement le crash du Zeppelin Hindenburg en 1937, qui a fermé quelque part la porte du ciel et la porte d'une certaine vitesse réduite, pour ouvrir la porte de la locomotion à grande vitesse sur les routes. Voilà, pour certaines thèses complotistes que je trouve assez poétiquement admirables, l'accident intégral remonte à 2022 avec cette thèse comme quoi le CERN, vous savez, cet institut de physique nucléaire en Suisse, aurait provoqué la fin du monde sans que nous le sachions, en déclenchant son cosigneur de particules hadron en 2022. Donc vous voyez finalement, je pense que le début de l'accident intégral, dans tous les cas, il est derrière nous. Alors évidemment, on pourrait aussi dire que c'est tout simplement ce que pensait Léon Blois, c'est que la fin du monde, c'était 14-18. Donc chaque génération a sa fin du monde, mais elle lui précède toujours, en fait. Et c'est là aussi que je pense que la SF peut se rendre... peut essayer de résoudre ça, c'est de montrer comment, malgré tout, on peut habiter à nouveau cet accident. Oui. Il est habitable.
Alors, sur cette SF et sur cette intelligence artificielle, il y a une remarque qui m'a frappé. Alors là, c'est presque une remarque d'essayiste, mais c'est la liberté du romancier de pouvoir abriter dans une fiction des passages plus philosophiques. Hein. C'est l'idée que l'IA, c'est beaucoup mieux implanté dans les univers anglo-saxons et protestants que parce que il y a une désincarnation, il n'y a pas l'attachement à l'icône, à l'image, hein, que dans les univers catholiques ou pourquoi pas orthodoxes. Hein. Oui, alors ça c'est quelque chose qui me tient effectivement assez à cœur, qui a été vite fait, dont je parle très vite fait dans le premier tome, qui est qu'à mon avis, je pense qu'il y a beaucoup plus, enfin que l'IA est beaucoup plus soluble effectivement dans un monde protestant que dans un monde catholique, pour simple et bonne raison que le monde catholique est un monde de la révélation et de l'incarnation, et que par conséquent, nous en tant que catholiques, on tient encore à la chair, et on a beaucoup de mal finalement, on a beaucoup de mal à donner de l'esprit à des choses inanimées. Ce que font très bien les Japonais aussi parce qu'ils sont animistes, et ce que font très bien les protestants parce qu'ils sont peut-être un peu veuleux, quoi. mais voilà, dans tous les cas, je pense que c'est vraiment le sujet c'est un des sujets centraux de mon roman, et aussi dans la mesure où, pour revenir un peu à celui qui précède, qui est Mort au peuple, et à celui qui va suivre, parce que j'ai pensé ça comme une trilogie, en fait ce héros récurrent, donc Monsieur T comme vous l'appelez, va être amené finalement à voyager à travers les trois religions, quoi. Donc Mort au peuple était centré sur l'islam, celui-là est plus centré sur on va dire sur la culture juive, et le prochain, qui n'est pas encore écrit, mais sera vraiment consacré au catholicisme. Mmh. Voilà. Mais même Allez-y, François. Le côté un peu frustrant, c'est qu'on aura la suite dans la rentrée de septembre, octobre. Donc ouais, donc il y a des parties qui a encore des trous noirs. Hein. Vous évoquiez la culture juive, la famille Becker. J'ai du mal à comprendre l'analogie du père, mais je comprendrai, je pense, au fur et à mesure de l'avancement de la lecture. Dites, pour revenir sur cette question catholicisme, protestantisme, est-ce que ça ne veut pas dire notre fascination pour l'IA, en tout cas la fascination du narrateur, de votre narrateur pour l'IA, et je le crois de l'auteur, hein, vous l'avez dit, ça ne veut pas dire que vous êtes protestantisé, que nous nous protestantisons, si je puis dire, hein? Oui. Bien sûr, oui, je pense qu'effectivement, il y a une tendance à se protestantiser, d'ailleurs, qu'avait déjà remarqué Léon Blois dans ses nombreux pamphlets. Même le pape François l'a dit, l'Église, en parlant de l'Église d'Allemagne, il avait dit l'Église d'Allemagne, l'Allemagne n'a pas besoin d'une deuxième Église protestante. Tout à fait. Donc, voilà. Et même on voit le rayonnement aussi de la philosophie allemande, justement, de la philosophie rationaliste, et même de la phénoménologie, du Searle, de Heidegger, de l'école de Francfort. Tout ça, finalement, tout ce qui vient d'Allemagne, finalement, nous a atteints depuis longtemps. Il suffit de voir que Macron, par exemple, se réclame de Paul Ricoeur, et déjà on comprend beaucoup de choses. Donc effectivement, oui, la France, malheureusement, a depuis très longtemps entamé sa protestantisation. Alors après, moi en tant que chrétien, je reste un peu optimiste, et je pense que le vieux fond catholique reste présent malgré tout, et peut-être saura trouver les moyens de se défendre. Parce que, évidemment, la foi catholique est présente dans votre livre, enfin, c'est pas dit expressément, mais on désespère de ce monde, et en même temps, c'est en désespérant de ce monde qu'on espère qu'en Dieu, enfin, en tout cas, c'est ce qu'a dit Saint Jean de la Croix. Et donc, il y a véritablement ça aussi, vous décrivez un monde matériel, désespérant, soi-disant le monde le plus abouti technologiquement, mais où finalement, personne n'est heureux. Oui, bien sûr. En l'occurrence, je pense que Omégaton, c'est le roman le plus noir que j'ai écrit. Donc effectivement, la foi chrétienne, il est vraiment vu en filigrane, peut-être dans les ultimes pages, mais en l'occurrence, c'est dans la mesure où j'ai voulu parler notamment de la relation à tout ce qui est les hérésies de type Kabbale. En fait, comment dire, j'ai voulu montrer à quel point l'occultisme finalement est aussi très proche de la technoscience, et sont deux formes du même labyrinthe finalement. Vous savez ce que disait Philippe Murray en parlant du 19e siècle comme matrice du monde moderne, c'est que le 19e siècle, qui est la production de la mort de Dieu, finalement, a du coup séparé d'un côté la technoscience et de l'autre l'occultisme. Mais finalement, ce sont les deux versants d'une même hérésie, en fait, qui est en gros l'hérésie illuministe. Et, illuministe, alors qu'est-ce que c'est alors l'illuminisme, bon, c'est un terme un peu générique pour désigner tous ces carbonarismes, toutes ces sociétés secrètes qui ont émergé au XIXe siècle, et qui se sont chargés dans le sillage des Jacobins d'achever Dieu, d'achever, on va dire, la hiérarchie transcendantale de Dieu, pour amener ce monde tabulaire, ce monde où tout est égal, ce monde de l'égalitarisme à outrance, pour en faire l'avènement. Et justement, et vous, enfin, en tout cas, vous utilisez notamment votre littérature pour faire passer
il ne faut pas dire faire passer un message, je déteste cette expression, mais plutôt catholique, ou en tout cas des idées plutôt catholiques. Alors, des idées catholiques, c'est vrai que c'est toujours compliqué dans la mesure. En fait, pour moi, une influence aussi, sans évidemment me réclamer, parce que je suis bien loin de son talent, mais je pense beaucoup à Dostoïevski qui finalement réussit à être catholique, mais en fait dans leur creux. C'est-à-dire qu'en fait, Dostoïevski décrit des sociétés nihilistes, des sociétés rongées par une certaine recherche de la jouissance, de la puissance, du confort. Et c'est simplement dans l'encreux, en fait, qu'il montre que lui espère toujours. Et je pense que je me réclame un peu de ça, c'est-à-dire que finalement, mon catholicisme, je le laisse parler à travers moi, mais de façon presque un peu comme un ventriloque, si vous voulez, sans forcément que ce soit moi qui soit vraiment l'instigateur premier. Quoi. Avec ce désespoir très... Oui, vite fait, un petit lapsus de Marc Aubrigon. Pas catholique, Dostoïevski. Bien sûr, orthodoxe, mais en l'occurrence, pour moi, les deux sont quand même très proches, en tout cas, dans mon esprit. Oui. Et vous savez qu'il a eu des mots très très durs sur l'Église catholique. Oui, tout à fait. Donc, François, vous voulez conclure cette interview à dire à l'auteur et surtout à nos auditeurs et spectateurs que moi, je dis comme Marc Aubrigon, lecteur moins que lui, certes, mais lecteur de science-fiction, je désespérais de lire que des grands livres américains, alors que, comme vous l'avez rappelé, nous avons été pionniers une fois de plus, et une fois de plus, on a déserté un champ qu'on a quasiment inventé, quoi. Ça faisait très très longtemps que j'avais pas lu un roman, aussi exceptionnel, hein, donc félicitations à l'auteur. J'attends avec vraiment avec une grande impatience la suite. Hein. Et j'aimerais que vous nous éclairiez sur Oméga, parce que Oméga, c'est le titre du livre, et c'est encore flou dans le premier volume. Alors c'est tout simplement le reflet inversé de Alphaville, Omega Town. Voilà, ce sont les deux villes à la fois jumelles et inversées. Voilà. Merci. Oui, c'est ça, Alphaville, donc c'est ce film de Godard, dont on a parlé. Alors, le tome 2, pourquoi vous avez décidé de séparer en deux livres? Parce que c'est vrai que c'est frustrant. Et on rappelle que ce livre, parce qu'on l'a dit, est très noir, mais aussi très drôle et très, très sympathique à lire. Hein, donc voilà. Mais alors, pourquoi l'avoir divisé en deux tomes? Tout simplement parce qu'en fait, j'en ai beaucoup parlé à mon éditeur, et c'est vrai que dans la mesure où le roman était un vrai pavé au premier abord, il a trouvé ça plus judicieux de faire en deux tomes. Et moi, ça me permettait aussi peut-être de mieux travailler, parce qu'en fait le deuxième tome est déjà prêt, mais j'avais envie de le travailler aussi un peu, justement de le rendre encore plus efficient. Et vu que finalement je l'ai écrit il y a quand même je l'ai écrit il y a 3 ans, donc j'avais aussi envie de retravailler la seconde partie à l'aune de mes récentes spéculations personnelles. Voilà. Et écoutez, on continue. Et le tome 2 est prêt et vous allez le remodifier? C'est ça, tout à fait. Le tome 2 est prêt, il y a juste quelques ajustements à faire, et si tout se passe bien, il sortira cette année. Écoutez, merci beaucoup Marc Aubrigon. Je rappelle, donc vous êtes journaliste à l'Incorrect, et puis le titre de vos livres, donc Mort au peuple, une fiction sur la France de 2039, et puis donc L'Orbe, on en a parlé, puis ce livre Omégaton aux éditions du Verbe Haut. Puis merci à vous François Bousquet. Je rappelle que vous êtes donc rédacteur en chef de la revue Éléments, directeur de la Nouvelle Librairie, notre partenaire du mercredi. On vous retrouve très vite pour une nouvelle interview. Alors la semaine prochaine, je le dis, il n'y aura pas d'émission parce que nous faisons des travaux. On vous en parlera plus longuement, chers auditeurs, mais on vous retrouve donc mercredi 7 février. Merci à vous et à très vite.